sous-sol, souterrain. Voilà deux mots qui, lorsqu'on les convoque, évoquent une matière dense aux frontières bien définies. Cet univers obscur s'oppose au monde céleste, aérien et infini. Il suffit de les prononcer pour que l'imaginaire se mette à galoper. Tunnels, cavernes, ténèbres, tombeaux, bunkers, enfer, mais aussi matrice, inconscient, initiation, accès aux origines. Le mystère des profondeurs verticales demeure insaisissable. Depuis des siècles, il alimente les fantasmes des hommes, les mythes et les histoires. Quelle boîte de Pandore ouvre-t-on lorsque l'on décide de creuser le sol pour aménager l'espace urbain ? Pour évoquer l'imaginaire du sous-sol, nous avons invité deux experts. Jean-Jacques Thérin, architecte, docteur en architecture et directeur de recherche, et Pierre Bordage, auteur de science-fiction. Il a notamment signé la trilogie Métro Paris 2033, dans laquelle les humains ont trouvé refuge sous la terre. Dans le royaume obscur et tortueux des catacombes, Très loin, très profond sous la ville. Bien au-delà des tunnels, Les promesses du sous-sol, un podcast de la Fabrique de la Cité. Pierre Bordage, Jean-Jacques Thérin, pouvez-vous nous dire à quels grands imaginaires le monde souterrain est associé ? Pierre Bordage ? Je pense que d'abord il est associé à la mythologie, grecque principalement, romaine par la suite. Il est associé au monde fantastique souvent, aux créatures dangereuses, qui se réveillent la nuit, par exemple, qui sortent de terre pour faire le mal. Il est associé à plein de peurs collectives, de peurs individuelles, à plein de fantasmes, à plein de façons d'imaginer le monde. Il y a une symbolique très forte, donc c'est pour ça que dans pas mal d'ouvrages de fantastique et de science-fiction, on parle des mondes souterrains. Jules Verne est le premier a commencé avec Voyage au centre de la Terre. Et voilà, donc il y a un certain nombre de fantasmes aussi décrits par Jules Verne, c'est-à-dire trouver des animaux préhistoriques dans le sous-sol, une population, enfin des choses qu'on ne devrait pas trouver normalement. Donc c'est vraiment un accélérateur d'imaginaire, je trouve, le monde souterrain. Jean-Jacques Thérin ? Je crois que pour comprendre toute la place de l'imaginaire dans le monde souterrain, il faut réaliser tout d'abord que pour l'humanité, c'est avant tout un monde invisible et obscur. Et ce monde invisible et obscur, il est devenu assez rapidement, dans l'imaginaire, une sorte d'ossature invisible du réel. C'est-à-dire qu'on voit le réel et on imagine quelque part le réel autrement sous terre. Et à cette image du haut et du bas qu'on ne voit pas mais qu'on imagine un peu comme le haut mais forcément déformé, il y a à la fois appréhension, peur et à la fois curiosité. Et toute la représentation ou toute l'imaginaire de l'humanité face au monde souterrain est un mélange d'appréhension et de curiosité. Je prends juste un exemple, les rituels. Les rituels que toutes les civilisations, que toutes les religions ont adoptés, se passent sous terre. Que ce soit les grands rituels gréco-romains, que ce soit ensuite les rituels chrétiens avec les cryptes, etc., que ce soit les rituels des civilisations les plus primitives, comme on les appelait autrefois, mais qui sont en fait tout à fait structurés. Toutes ces civilisations utilisent l'imaginaire du monde souterrain pour à la fois appréhender et rendre curieux. Et donc appréhender, ça veut dire montrer du courage pour y aller. Et à la fois curieux, c'est aller au-devant de la connaissance, du savoir, de l'initiation. Le monde souterrain est un monde d'initiation. Là, nous venons d'évoquer les grands imaginaires. Est-ce que, Jean-Jacques Thérin, vous pourriez nous dire maintenant quelles émotions est-ce qu'il va convoquer ?
On imagine la peur, ça a été un petit peu dit déjà par Pierre Bordage, mais voilà, c'est peut-être bien plus vaste que ça. Alors, l'imaginaire, derrière la notion d'imaginaire, il y a la notion de fantasme. Et derrière la notion de fantasme, je vais citer Freud, parce que derrière la notion de fantasme, on ne peut pas ne pas le citer, il y a la notion du ventre de la mère, il y a aussi la notion de castration, c'est-à-dire de mort. Et puis, la notion aussi de régénération, renaissance, voilà. Et je crois que si on combine ces 4 éléments fondamentaux du fantasme freudien, on a en gros le panel de tout ce que les mondes souterrains provoquent comme émotion. En tant qu'auteur de science-fiction, justement, Pierre Bordage, est-ce que vous appuyez sur des émotions en particulier lorsque vous décrivez ce monde souterrain, cette vie sous le métro? C'est-à-dire que le monde souterrain est une caisse de résonance. Et les émotions sont démultipliées. La violence, la part la pire et la meilleure de soi-même peut sortir de ces mondes-là. C'est une initiation pour soi-même, le monde souterrain. C'est-à-dire que ça vous renvoie à ce que vous êtes, mais avec une amplification, comme si le monde souterrain était une caisse de résonance. Quand j'ai travaillé sur le métro, toutes les stations de métro se ressemblent, sont construites un peu de la même façon. Donc il n'y a pas d'intérêt pour le paysage. On est obligé de se concentrer sur les personnages. Et les personnages, ils sont comme sous une loupe. Leur caractère se dévoile beaucoup plus fortement que si c'était à la lumière. Parce que l'obscurité, le fait de ne voir que parcimonieusement, et l'absence de jour-nuit, l'absence de saison, il n'y a plus de marquage du temps. Donc on tourne sur nous-mêmes comme des bêtes dans une cage, et ça devient... là sortent toutes les qualités et les défauts des personnages. C'est ça qui m'a intéressé, c'est de travailler sous cet effet loupe, et de voir comment, dans un univers confiné, comment se comportent les personnages. En l'occurrence, dans Métro, toute la technologie a disparu, le savoir a disparu, la lecture a disparu, donc ça crée un monde extrême. Nous évoquions la peur tout à l'heure. Est-ce que justement la peur est une émotion, une sensation omniprésente dans votre trilogie? Ouais, parce que peut-être moins que chez du Glukhovsky, parce qu'il faut rendre à César ce qu'appartient à César. L'idée du métro, c'est Glukhovsky pour Moscou 2033. La peur, oui, mais la peur parce que quand vous croisez une silhouette dans un métro, dans le sombre, dans un univers sombre, vous ne savez pas si elle est amie ou ennemie. Vous ne savez pas si elle vient vous piquer votre nourriture ou votre logement ou d'autres choses. On ne sait jamais rien des intentions de ceux qu'on croise dans le métro privé de lumière. Donc la peur est toujours présente. Il y a toujours un réflexe de peur, de méfiance vis-à-vis de tout ce qui bouge et de tout ce qu'on croise. Et la peur pousse les gens à des actes insensés, exagérés. Et à contrario, est-ce qu'il y a d'autres émotions qualifiées entre guillemets de plus positives qui émergent aussi ? Oui, parce que je dis le caractère des gens émerge, et il y a des caractères plus positifs que d'autres. Moi, je suis mes personnages, donc j'ai pas de jugement, et c'est des processus que je ne maîtrise pas, en fait. Au fil du temps, ces mythes ont été repris ou complétés par certaines grandes œuvres littéraires. Est-ce que, Jean-Jacques Thérain, il y a une ou des œuvres en particulier qui vous ont marqué autour des souterrains, et pourquoi ? Alors, il y a cette littérature romanesque, on va dire, issue de la mythologie, comme vous le disiez tout à l'heure, l'Énéide, les Métamorphoses d'Ovide, la Divine Comédie de Dante, tout ça est un terreau qui est utilisé et réutilisé en permanence. Il suffit d'aller au cinéma aujourd'hui, de lire ou même de regarder la publicité dans le métro pour voir à quel point elle est encore présente et à quel point les enfants, d'ailleurs, se réfèrent énormément à cette mythologie encore aujourd'hui. Mais il y a toute cette littérature encore scientifique, depuis Aristote, qui invente quelque chose qu'il ne connaît pas. Alors les 4 éléments d'Aristote qui, jusqu'au XVIIIe, ont fait fleuresse. Enfin, tout le monde s'y est référé, avec matinée de religion, d'ésotérisme, etc. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué ? C'est un enchaînement, justement, à la fois pictural et littéraire. Les prisons de Piranèse.
XVIIIe siècle, graveur romain qui dessine des prisons qui ne sont pas vraiment des prisons, qui sont des lieux clos, mystérieux, etc., ont entraîné toute une littérature au XIXe siècle absolument phénoménale, et toute la littérature gothique, Beckford, etc., et puis ont entraîné jusqu'au XXe siècle des réflexions, Borges, Le Labyrinthe, Marguerite Yourcenar, etc. Donc tout ça, ça constitue une sorte de boucle qui est extrêmement intéressante. Au-delà de la littérature, il y a tout le cinéma. Métropolis est directement issu des prisons de Piranèse, et toutes les utopies architecturales et urbaines du XXe, voire du XXIe siècle, sont issues de Métropolis, directement ou indirectement. Vous voyez, donc il y a vraiment ce côté très ouvert sur le temps, Dans le cinéma, il y a un film qui est récent qui s'appelle The Descent, qui catalyse toutes les peurs des souterrains. C'est des créatures qui vivent sous terre et des spéléologues qui vont essayer d'explorer des grottes. Et là, il y a ces créatures qui se manifestent et qui sont absolument terrifiantes. C'est un exemple contemporain, disons, de... Et je pense que c'était plus utilisé dans le fantastique que dans la science-fiction. De toute façon, tout ça, ça a aussi beaucoup de rapport avec les créatures de la nuit, qu'on ne voit pas et qui sortent à certains moments, etc., quoi. Et ces mythes ou ces œuvres plus contemporaines, en tout cas, est-ce qu'elles sont intéressantes quand on est auteur de science-fiction pour écrire ? Là, c'était un projet qui n'était pas plutôt au départ. Hein. Glukowski m'avait dit, la seule chose que je t'oblige, c'est de partir du point de vue que la Terre est devenue invivable, irrespirable, et que la seule solution de survie, c'est de se réfugier dans le métro. Ce qui était très valable à Moscou, qui est un métro moderne et anti-atomique. Celui de Paris n'est pas du tout équipé pour ça. Mais bon, en faisant écrouler tous les immeubles les uns sur les autres, ça fait quand même une sacrée couche de béton qui devient protectrice. Alors, maintenant que vous avez écrit cette trilogie, est-ce que ça vous a donné envie de vous rapprocher du monde souterrain ? J'ai eu une grande envie de partir dans l'espace. Mais encore une fois, c'est pour trouver un autre confinement qui est celui du vaisseau spatial, qui a ses propres lois, mais qui, par certains côtés, ressemble bien. L'espace ressemble au monde souterrain, parce que c'est aussi mystérieux, c'est un environnement qui paraît hostile, objet de tous les fantasmes. Tout à l'heure, vous avez dit, il y a en opposition avec le ciel, la Terre. Non, je crois qu'il y a beaucoup de points communs entre les deux mondes. Par exemple, pas de bruit. C'est quelque chose d'assez étonnant. Et les bruits deviennent importantissimes dans l'endroit où on ne voit rien. On se sert d'un autre sens qu'est l'ouïe, et on affine l'ouïe. Et d'ailleurs, il y a des mutations qui se développent dans mes personnages parce qu'ils s'adaptent à ce monde souterrain, c'est-à-dire que j'ai des nyctalopes, des gens qui voient dans le noir. J'ai des vibes, des gens qui ont des vibrisses qui poussent, et qui détectent des mouvements avec leur vibrisses. Et puis j'ai des dvines qui sont des petites filles, parce que les garçons ne survivent pas. Des petites filles qui sont comme macrocéphales, qui ont des visions d'avenir ou d'ailleurs. Donc qui ont un rôle très important en plus pour la résolution du récit. En tout cas, on voit que c'est inspirant. Oui. Alors, Jean-Jacques Thérin, vous avez été commissaire de l'exposition au Louvre-Lens sur le monde souterrain. Les sous-sols ont inspiré et continuent d'ailleurs d'inspirer les artistes. Quelles œuvres les plus singulières est-ce que l'on a découvert dans ces antres obscurs ? Les mondes souterrains ont inspiré les artistes d'une façon très générale, depuis toujours. Ceci dit, l'inspiration a toujours été provoquée par une relation au monde qui les entourait, ce qui est assez logique. Et le monde qui les entoure s'est révélé à eux à travers la littérature, bien sûr, mais aussi des modes scientifiques, je le disais tout à l'heure. Au XVIIIe siècle, c'est plutôt l'archéologie qui a intéressé les artistes. Donc, ils sont allés représenter, Hubert Robert est allé représenter des gens qui fouillaient, qui cherchaient, etc. Plus tard, au XIXe siècle, on a cherché plus la relation à la nature, à la géologie.
Et donc, on a commencé à peindre des grottes, des volcans, des séismes, qu'autrefois on peignait comme des colères des dieux. Et là, tout d'un coup, on se dit, non, c'est peut-être pas ça. Mais alors, les artistes se sont penchés sur cette question. À leur façon, quelle est la relation entre la lumière et l'obscurité, comment les personnages sont représentés lorsqu'ils sont au fond d'une grotte ou au fond d'une faille, etc. Au XXe siècle, petit à petit, avec l'avènement, je dirais, de la psychologie freudienne, tout d'un coup, l'inconscient commençait à jouer un rôle très important. Toutes les avant-gardes du XXe siècle avaient en ligne de mire les recherches de Jung, de Freud et d'autres. Et donc, elles ont exploré le monde souterrain, mais comme une sorte de métaphore de l'inconscient collectif ou de l'inconscient individuel de tel ou tel artiste. Et cette logique-là perdure aujourd'hui, mais elle s'est teintée d'autres préoccupations, notamment de préoccupations liées au paysage, des préoccupations liées à l'écologie, et tout ça toujours et souvent en relation avec le sous-sol et avec l'inconnu. Hein. Même les dernières œuvres que l'on peut voir qui sont liées à l'informatique ou à la cybernétique sont des modes de découverte ou de représentation de mondes invisibles, souterrains, qui révèlent des inconscients souvent noirs, souvent proches de ce que l'humanité ressent aujourd'hui du monde qu'elle vit. Alors, puisque vous évoquiez Freud, Jung, on va dire bien sûr quelques mots de la psychanalyse. Le sous-sol en psychanalyse est une métaphore de l'inconscient, un espace qui referme les émotions non traitées. Est-ce que quand on évoque le souterrain, c'est une manière quelque part d'oublier ce que l'on a enfoui? Est-ce que le chemin vers le sous-sol nous renvoie vers tout ce qui est refoulé, endormi, enseveli, Jean-Jacques Thérin? J'ai envie de citer Campbell, qui a travaillé avec Jung pendant longtemps sur les mythes et qui dit « La caverne dans laquelle tu as peur de pénétrer recèle le trésor que tu recherches ». Et on a là bien toute la mythologie de cette caverne qu'on peut retrouver aussi dans la caverne de Platon et qu'on a abondamment abordé à travers les artistes des différentes époques. Et tous les rituels, que ce soit l'ensevelissement, que ce soit donc la mort, que ce soit les rites initiatiques, sont des formes de représentation très fortes qui, d'une façon universelle, structurent notre monde imaginaire. Pierre Bordage. L'inconscient. L'inconscient. Alors moi, j'ai pas besoin de souterrain, c'est l'écriture, moi, mon souterrain. L'écriture me renvoie tout sans cesse à mon inconscient. Je travaille de façon immersive, donc je ne sais rien de mes personnages, je plonge avec eux, je les découvre. J'ai pas envie de voir ce qu'ils font certains moments, mais je vais quand même y aller. Ils m'invitent à traverser des labyrinthes, donc je sais pas comment je ressors. Des fois un peu sonné, parce que je découvre des aspects de moi-même finalement qui sont bien enterrés, bien enfouis. Malgré les craintes qu'on a pu évoquer, malgré ces sensations des fois très fortes, la violence tout à l'heure, l'homme sait néanmoins que le sous-sol regorge de richesses, que ce soit des minerais, des pierres précieuses, du charbon, du pétrole et j'en passe. Quelles sont les représentations du sous-sol nourricier, en tout cas celles que vous avez eu envie d'utiliser? Alors, d'abord, c'est très difficile de cultiver des plantes ou de faire de la nourriture dans le métro, s'il n'y a pas de lumière. Donc ça condamne à manger des champignons et des rats, quoi. En gros, si faire des élevages de lapins, parce que ça prolifère énormément. Donc ça, c'est un problème, le sous-sol nourricier. Le sous-sol est très peu nourricier de façon primaire quand on parle. C'est-à-dire, les minéraux, tout ça, ça sert dans l'industrie et tout ça, mais pour la survie immédiate, il n'y a pas grand-chose. Donc il y a des grillons éventuellement aussi. Il y a des diamants, il y a des saphirs, mais ça ne se mange pas. Et donc, c'est compliqué, effectivement, de survivre dans des conditions pareilles. Jean-Jacques Thérin, quelles sont les représentations du sous-sol nourricier? Tout ce qui sort de terre a toujours passionné les gens. Depuis l'Antiquité, on collectionne des pierres, des choses, des bijoux. Tout ça vient de la terre. Et
au XVIIe, XVIIIe siècle, les gens un peu cultivés, curieux, etc., créaient des cabinets de curiosité. Ce terme était un peu galvaudé, mais même reste encore d'actualité et représente un peu ce qu'on a envie de montrer à ses amis ou de tout simplement observer quand on est seul. Et très souvent, quand on observe les cabinets de curiosité, ce sont presque toujours des éléments qui viennent du souterrain, parfois du sous-marin, mais c'est toujours des objets étonnants. Il y a une raison à ça, peut-être, cette relation à l'alchimie. L'alchimie est quelque chose d'assez étonnant qui aussi se perd dans la nuit des temps, mais disons qu'au XVIe, XVIIe siècle, ça a été quelque chose qui a vraiment marqué les esprits. Tout le monde parlait de ça. Et l'alchimiste, son idée de base, et ça c'est intéressant de le redécouvrir, c'est que les pierres, les minéraux étaient sexués et s'accouplaient. Et chaque fois qu'il engendrait un nouveau minerai, il l'engendrait d'une façon plus pure. Et donc, l'ultime engendrement, c'était l'or ou l'argent, l'or étant le minerai masculin et l'argent le minerai féminin. Donc, il y a cette sexualité des pierres qui a marqué toute cette époque. Mais encore au XVIIIe siècle, on y croyait assez fort, et la chimie. Et donc... bien, cette curiosité a fait que très tôt, les gens se sont intéressés à tout ce qui se passait dessous et l'ont évidemment collectionné ou les ont transformés. Alors après, le XIXe siècle a été le grand siècle de l'industrie, de la production, de la recherche de minerais. Mais imaginez aussi que les mineurs, quand ils remontaient des fossiles aussi, des objets, des pierres un peu qui leur plaisaient. Il y a des collections dans tous les sites mineurs. Il y a des collections énormes de pierres fossiles. Donc il y a là aussi une sorte de remontée de la richesse du sous-sol qui se fait très fortement. Il y a une présence aussi dans le métro, c'est le parking. Donc ça, c'est la richesse absolue. Dès qu'on trouve un parking souterrain, il y a des voitures. Dans la voiture, il y a des objets. Il y a des armes, du feu, enfin, etc. Et donc, c'est une autre manière d'aborder une trace de la civilisation. Oui, mais je voudrais aussi rajouter, puisqu'on parlait du métro, mais il y a aussi l'espace du métro qu'on ne voit pas, que certains films d'ailleurs ont développé. Et ce métro qu'on ne voit pas est un monde inouï, imaginaire aussi, qu'on retrouve à peu près dans tous les pays du monde, dans toutes les grandes métropoles, et qui est très vivant. À New York, il y a des gens qui vivent dans le métro, peut-être à Paris aussi, on n'en sait rien. Et le métro est relié aux catacombes, et là, tout un monde vit sous terre sans qu'on en ait la moindre connaissance. Et descendre dans ces boyaux est une expérience absolument fabuleuse. Que vous avez faite ? Je ne répondrai pas à cette question. Alors, pour terminer sur cet épisode qui concerne les fantasmagories, tout ce que les sous-sols, tout ce que les souterrains peuvent engendrer comme imaginaire, est-ce que vous accepteriez de partager avec nous ce que vous inspire le monde souterrain et peut-être même votre espace souterrain préféré ? Jean-Jacques Thérain ? Alors, ce que m'inspire le monde souterrain aujourd'hui, c'est bien sûr une image de la ville. Aujourd'hui, on parle de problèmes atmosphériques, climatiques, de pollution, de toutes sortes d'agressions au niveau du sol. Et je me dis que le monde souterrain peut et va devenir, d'une façon ou d'une autre, une seconde ville, par nécessité, mais peut-être par désir aussi, à toute une population qui n'a plus envie de vivre cette agression. C'est déjà en route. Les mondes de la ville souterraine existent. Montréal, Paris, Shanghai, Moscou sont des villes souterraines.
Et donc, ça m'intéresse. Parce que, de toute évidence, dans cette ville souterraine, les ambiances ne peuvent pas être les mêmes qu'au niveau du sol. Les repères ne sont pas les mêmes, la lumière, l'air que l'on respire, etc. Donc, il y a tout un monde à inventer et qui peut devenir un sujet de recherche et de mise en œuvre tout à fait fascinant. Et pour répondre à votre deuxième question, quel est le lieu qui m'a le plus fasciné ? Je vais essayer de vous le décrire. C'est au Japon, sur une île de la mer de Seto, qui est la mer intérieure. Et sur cette île, Teshima, il y a une réalisation architecturale faite par un architecte japonais très connu, Nishizawa. Et c'est une sorte de coque en béton, semi-enterrée. Il y a certains orifices qui permettent de voir la mer à l'horizon. Et on sent un peu, quand on arrive là-dedans, comme dans une espèce d'espace amniotique. Il y a le vent, la pluie, les gouttes d'eau qui émanent du sol, de la nappe phréatique. Et il y a comme un sentiment absolument surnaturel. Une sensation très forte de sécurité, de protection totale, de relation avec une nature qui n'est pas totalement celle de l'extérieur, mais qui s'y rapporte quand même. C'est un lieu absolument inoubliable. Pour tous les gens qui n'ont pas eu la chance de voir l'exposition, justement, est-ce qu'il y a un lieu, alors on rêverait d'aller au Japon, mais peut-être un petit peu plus près, que vous conseilleriez d'aller visiter pour les gens qui s'intéresseraient au sous-sol ou qui auraient envie de découvrir, tout simplement ? Oui, moi je pense que le monde souterrain, c'est un monde. C'est un monde en soi. Donc, dire qu'on va visiter les catacombes, on va dans le métro, ce sont des expériences, certes. Et il y en a plein à faire. Aller dans les cryptes d'une église est une expérience qui peut être assez forte. Mais je crois que c'est un tout. C'est-à-dire qu'il faut... c'est une promenade, le monde souterrain, si on veut le prendre comme un... Et il faut savoir s'y promener. Et à la fois se promener dans l'espace, se promener dans le temps, relire les aventures d'Ulysse quand il descend dans les enfers ou d'Énée. Ce sont des petits passages d'une page ou deux. C'est pas la folie. Et on est étonné. Mais aussi de la musique. Il y a des musiques extraordinaires sur le monde souterrain, sur Orphée et Eurydice. Je n'en cite qu'une, mais il y en a d'autres. Donc, vous voyez, c'est une espèce d'environnement très global. Le monde. Et donc, quand on commence à s'y intéresser, on trouve qu'il y a des relations fortes et c'est ça qui est intéressant beaucoup plus que les lieux, c'est les liaisons. L'intérêt du monde souterrain, c'est que c'est une promenade un peu initiatique, c'est-à-dire qu'on entre, on découvre des choses intéressantes, des choses qui font peur, mais d'autres qui plaisent. Il y a des personnages tout à fait séduisants dans le monde souterrain, des fées, des elfes, toutes sortes de gens qu'on a envie de connaître. Et puis, à un moment donné, on revient à la vie sur Terre parce que à la fin d'une histoire, on remonte toujours quelque part. Je corrige un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Si les cryptes font partie du monde souterrain, j'adore les cryptes. Voilà. Ouais. Mais c'est pas très profond, quoi. On descend l'escalier, on y est. Non, moi, je l'appelle le truc souterrain, c'est on plonge, quoi. Ah, oui. Profondeur. Le métro, c'est à peine souterrain. Oui, en fait, on a chacun notre curseur sur finalement ce qu'est le monde souterrain. Ouais. Pierre Bordage, Jean-Jacques Thérin, merci beaucoup pour cet échange. Merci d'avoir partagé avec nous votre vision du monde souterrain et surtout tout cet imaginaire qui va certainement susciter beaucoup de curiosité chez tous les auditeurs qui nous écoutent. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous venez d'écouter Les Promesses du sous-sol, une série de 3 épisodes spéciaux du podcast L'Horizon et au-delà, proposé par la Fabrique de la Cité, le think tank dédié aux transitions urbaines. Ensemble, grâce à nos intervenants, nous avons pu percer quelques-uns des mystères des profondeurs verticales, mais il en reste encore beaucoup d'autres à découvrir. Merci et à bientôt.